On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept sur IMO. On va interviewer des experts dans tous les pays où on va investir. Et aujourd'hui, avec Théo, Hello. on va interviewer Edouard. Edouard, le pro immobilier en Suisse. Pour les Suisses, je pense que vous l'avez tous déjà vu. Ouais. Mais pour les autres, pas encore et bientôt. Bonjour messieurs. Hello. Merci pour la réception, ça fait plaisir. Et aujourd'hui, on va te bombarder de questions sur l'immobilier suisse pour un peu décerner le vrai du faux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, à mon avis, qui sont vraies ou comme fausses. Ah ouais Surtout les Français. Non, Ah ouais Français. Les Français Ouais. Je pense aussi. Je sais Tu pas. parles du marché suisse? Ouais, on parle du marché suisse, mais toi, Ok. t'as des clients quand même français qui répondent à tes vidéos et qui disent non, mais. Non, Ça, non, ça non. existe pas, c'est pas possible. Ah ouais, ok. Non, mais c'est parce qu'ils pensent que je parle de la France. Ah, ok. Et du coup, ils disent ce que tu dis, c'est n'importe quoi. Mais en fait, je parle de la Suisse. Ok. Ok. Donc, au moins. On a beaucoup de clients français, par contre, qui fuient la France pour investir en Suisse. Pour de vrai. Ouais. Ok. Ça, c'est un vrai phénomène. Et du coup, pourquoi Ah, pourquoi? En direct dans le vif du sujet, pourquoi il fuit la France pour investir en Suisse? Pour beaucoup de raisons. Mais je dirais, en fait, tous les clients français qu'on a donc, sont un peu fortunés en France et ils souhaitent rapatrier la fortune en Suisse. Ils ont peur de l'immobilier en France. Ils ont particulièrement peur de la politique française. Donc je dirais qu'il y a des questions fiscales, mais surtout des questions de géopolitique, conjoncture, et puis surtout l'avenir de la France, en fait, qui inquiète passablement les épargnants français, petite fortune, mais je dirais, nous, on a entre les clients français qui viennent en Suisse, je dirais qu'en majorité, ils ont à partir de 300 000 € à peu près Ok. de capital en France, et puis ça monte jusqu'à quelques millions, et ils rapatrient ça en Suisse pour investir ici. Ok. Et quand tu dis nous, explique un peu ce que tu fais. Comme ça, les gens, ils peuvent te cerner un Ouais. petit peu. Donc on fait des expertises économiques immobilières et on aide les gens à investir. En Suisse. En Suisse, ouais, bien sûr. On est focalisé sur la Suisse romande même, donc la partie francophone de la Suisse. Ok. Et puis voilà, on a développé une plateforme où on source des opportunités immobilières, on les analyse, on les propose. Et puis on aide les gens à investir, quoi, tout simplement. Ok. Et puis voilà. Et donc on a beaucoup de Français même qui ont fait de l'immobilier en France, d'ailleurs. Et souvent, les Français qui déménagent ici, une partie de leur fortune a été faite dans l'immobilier en France. Et puis, soit ils gardent un peu ce qu'ils ont là-bas, mais ils déménagent ici, soit ils vendent ce qu'ils ont en France, ils rapatrient l'argent ici, et ils investissent ici. Et en fait, ils ont besoin d'une traduction simplement de comment fonctionne l'immobilier en Suisse par rapport à la France, parce qu'ils savent comment fonctionnent les concepts principaux et généraux de l'immobilier, mais ils ne savent pas l'adapter à la Suisse, quoi. Et est-ce que tu as une idée? Tu as aussi des Suisses qui veulent investir en France? T'en connais? Peut-être qu'ils passent pas par toi et qu'ils travaillent pas par toi, mais. Jamais. En 3 ans, en 3 ans, j'ai eu le premier cas la semaine dernière. Voilà. Ok. Ah ouais. Un Suisse qui a investi en Suisse, et puis qui a dit bon bah j'aimerais bien acheter un bien immobilier en France parce que j'ai un copain là-bas, puis a priori j'ai une opportunité où je mets 0 € de fonds propres. Voilà. Ok. Donc je dis bon bah alors, ouais, si tu mets 0 € de fonds propres. Du coup, c'est plutôt les Ouais. gens qui fuient la France et qui viennent en Suisse parce que c'est plus safe, mais il y a un réel avantage à investir en Suisse par rapport à d'autres pays qui pourraient être aussi safe, mais qui sont plus loin, par exemple, ou qui ont différents leviers. Parce que je sais que dans différents pays, en fait, l'immobilier n'a pas les mêmes avantages. Typiquement, ici, on a de la dette bancaire, peut-être plus facile, ou un système différent. Quels sont un peu, hormis le fait que les gens fuient un pays passer la catastrophe et qu'ils viennent en Suisse passer sécurisé, quels sont les autres avantages, peut-être au niveau du système, de la manière de financer les biens, et compagnie, pour motiver un peu les gens à investir en Suisse? Ouais. Je pense que il y a plusieurs éléments. Le premier élément, je dirais que je vais souligner la politique et la conjoncture. En fait, où la majorité, pour revenir sur les Français qui viennent en Suisse, la majorité viennent en Suisse à cause de la politique française. Et puis, l'avantage de la Suisse, quand même, réside dans le fait que le système politique ici est très très compliqué. La grande majorité des Suisses ne savent même pas comment ça marche, ou n'arrivent pas à comprendre, et donc on a 7 conseils fédéraux avec un président, une présidente chaque année, mais qui n'a aucun pouvoir décisionnel en fait. Donc on a l'avantage d'être ni de gauche ni de droite. Alors d'avoir un pays quand même majoritairement de droite par la Suisse alémanique, qui a une culture germanophone, un peu germanique, je dirais, plutôt de droite en Suisse quand même. Donc le parti politique principal est l'UDC qui est de droite, mais malgré tout, la droite n'a aucun pouvoir décisionnel, grosso modo, sur ce qui se passe en Suisse. Et puis le dénominateur commun de tout le système, c'est le consensus. Ça veut dire que à chaque prise de décision, que ce soit au Parlement,
Conseil national, Conseil des États au Conseil fédéral, tout se fait sur la base d'une discussion et au final un accord commun. Voilà. Alors des fois c'est plus compliqué que d'autres, mais c'est quelque chose qui est absolument impossible à envisager en France, où effectivement ça bascule d'un côté et de l'autre, chaque 5 ans, comme on le voit aux États-Unis. Et ça, je pense que c'est le pouvoir principal de la Suisse, c'est la stabilité, c'est-à-dire que ça va très lentement, et ça bouge beaucoup plus lentement que les autres pays, ça c'est vrai, mais par contre ça va toujours à peu près dans la même direction. Et donc là où on va à gauche et à droite aux États-Unis, on avance et on recule, où en fait pendant 4 ans quelqu'un fait quelque chose pour casser ce que l'autre a fait les 4 ans précédents, ce qui se passe exactement la même chose en France, ça n'arrive pas en Suisse. Donc ce qui permet d'avancer tout gentiment. Ça, c'est le premier élément, et c'est pour ça que les gens sont assez... Enfin, c'est pour ça que c'est stable et sécuritaire ici. Parce qu'on ne peut pas vous changer les règles du jeu en claquant des doigts du jour au lendemain. Ça n'arrive jamais ici, en fait, tout simplement. Et puis, autrement, on a plein d'autres avantages, mais liés à l'immobilier plutôt. Et puis là, c'est effectivement la dette bancaire, donc le système de financement immobilier en Suisse qui est particulier. On a un système de dette basé plutôt sur la personne privée que l'État. Donc, c'est-à-dire qu'au final, on a un gouvernement, si on veut, certainement beaucoup moins endetté que dans d'autres pays qu'on connaît, dont la France. Mais par contre, l'individu à titre privé est assez fortement endetté en Suisse. Et d'un point de vue immobilier, donc l'endettement est considéré plutôt comme une opportunité, un effet de levier d'investissement. Et ça a drastiquement changé sur la dernière génération, parce que ce n'était pas vraiment le cas avant. Mais aujourd'hui, en fait, on ne rembourse jamais sa dette en Suisse. Donc, on garde sa dette immobilière, ce qui est incompréhensible d'un point de vue international, où on mélange aujourd'hui le système anglo-saxon du financement immobilier et le système français un peu. On est un peu entre deux. Ça veut dire qu'on doit injecter des fonds propres forcément dans l'investissement, en général entre 20 et 30%, grosso modo, ça dépend ce qu'on achète. Et puis ensuite, après, on rembourse une partie de la dette, mais on peut garder une dette à hauteur de 2/3 de la valeur du bien immobilier ad vitam aeternam. Donc ça veut dire qu'on n'a jamais besoin de la rembourser. On a des avantages fiscaux pour ça, bien qu'on a une votation dans 10 jours, là, au moment où on fait cette vidéo, ça tombe pas très bien, qui va peut-être changer un peu les règles du jeu. Mais on a des avantages fiscaux à être endetté. Et puis des avantages patrimoniaux, et puis surtout ça n'a aucun intérêt de rembourser sa dette en entier. Et ça fonctionne comme ça simplement parce que les banques ont tellement confiance dans le marché immobilier suisse, elles savent faire des projections sur les années à venir, puis elles savent pertinemment qu'à partir du moment où on a 35% de fonds propres, 33%, donc 1/3 de la valeur du bien immobilier en fonds propres investis dans le bien immobilier, la banque n'a pas de risque de ne pas pouvoir se défaire du bien immobilier s'il y a une crise et que les intérêts passifs ne sont pas payés. Voilà. Du coup, j'ai plusieurs questions maintenant. C'est les gens, par exemple, pour expliquer par rapport à IMO, nous on s'est endetté pour acheter, on a acheté un appartement sur la commune de Corin, à Crans-Montana. Du coup, en gros, on s'est endetté. Donc on a utilisé ce système pour mettre encore plus de levier. Donc c'est ce qu'on avait fait. Et j'avais une autre question. Les gens qui investissent de la France en Suisse, ou en général les gens qui investissent en Suisse, ils investissent quoi? Pour la rentabilité? Ou est-ce que c'est vraiment intéressant d'investir en Suisse pour la rentabilité, ou c'est plus pour avoir une maison secondaire ou sa maison principale? Alors, bon, c'est un pays très faiblement propriétaire en Suisse. Hein. C'est certainement un des pays les moins propriétaires du monde, avec 1/3 de propriétaires occupants. J'ai vu ton réel, tu disais que plus le pays ou plus les gens ils étaient riches, entre guillemets, moins ils étaient propriétaires. On voit ce phénomène en Europe. Hein. Et plus ils sont pauvres, plus ils ont de... Alors je dis pas plus les gens sont pauvres, mais moins le pays est développé. Ouais, okay. Mais on voit ce phénomène en Europe, effectivement. En fait, plus le pays devient développé, plus les sociétés de capitaux investissent massivement pour faire du rendement. Et après, j'ai le sentiment, mais c'est un peu particulier, mais en Roumanie, par exemple, c'est 98% de propriétaires. Et puis la Suisse, c'est 35% de propriétaires. Ouais. Je dirais que la Suisse, c'est particulièrement pas propriétaire. C'est un pays de locataires, mais c'est aussi c'est aussi un peu historique. Hein. C'est parce que dans les autres pays d'Europe, autour de la Suisse, après la Deuxième Guerre mondiale, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu l'introduction de la copropriété, donc par étage. Ça veut dire la possibilité d'acheter un appartement séparé dans un immeuble. Parce qu'avant, c'est pas possible en fait, mais nulle part sur Terre. Il n'y a que la France, c'est possible depuis très longtemps, mais ils ont accéléré ça aussi pendant le XXe siècle. Et en Suisse, c'est arrivé qu'en 1965. Ça veut dire qu'avant le 1er janvier 1965, c'était impossible d'acheter un appartement séparé dans un immeuble. Donc c'est soit t'acheter un immeuble entier, soit t'acheter une maison. Puis en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a 75 ans, donc en 1950, des parlementaires suisses ont commencé à introduire cette possibilité parce qu'ils se sont dit le prix du terrain est trop cher en Suisse et les gens n'arrivent plus à acheter leur résidence principale, ce qui est hallucinant. Mais à l'époque, il y avait même pas 30% de propriétaires de résidence principale, c'est ça qui est fou.
Donc on a augmenté le pourcentage de propriétaires dans les résidences principales. Et donc ce qui s'est passé, c'est que depuis 1950, des parlementaires majoritairement de droite, majoritairement valaisans d'ailleurs, ont commencé à introduire cette idée d'acheter des appartements séparés. Et puis ça a été confirmé et validé par le Conseil fédéral en 1962 pour introduire la loi en 1965. C'est un seul article dans le Code civil, le 712, qui offre la possibilité d'acheter un appartement séparé aujourd'hui dans un immeuble. Et puis donc à partir de 1965 jusqu'à maintenant, le pourcentage de taux de propriétaire est passé d'à peu près 28-29% à 35%. Ça a augmenté légèrement. Mais dans tous les autres pays d'Europe, Belgique, Espagne, Italie, France aussi, ça s'est accéléré. On a Allemagne, et particulièrement l'Allemagne d'ailleurs, l'introduction de la copropriété par étage, donc acheter des appartements séparés, c'était la volonté du gouvernement, c'était de reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale, reconstruire plus vite en fait le territoire. Et puis c'est comme ça qu'ils ont fait, et ça a marché accessoirement. Et puis le taux de propriétaires partout en Europe a largement augmenté. Voilà. C'est un peu ça l'histoire, donc c'est pas que riches, pauvres, etc. Et pourquoi ça a augmenté en Suisse? Parce que les gens achètent leur résidence principale ou pour la rentabilité? Les deux? Non, alors là, je parle des propriétaires occupants de leur logement. Hein. Ça veut dire les propriétaires de résidence principale. Hein. Ça, c'est dans tous les cas. Hein. Non, parce que sinon, le taux de propriétaires généralisé, il est largement plus élevé. Mais bien sûr. Par exemple, dans le canton du Valais, c'est le canton le plus propriétaire de Suisse, et c'est 53% de taux de propriétaires occupants, à peu près, donc un peu plus de la moitié. Mais il y a plus de 70% de personnes qui sont propriétaires d'un bien immobilier. Mais il y en a qui louent, en fait. Hein. C'est des investissements. Est-ce que toi, t'es locataire? Moi, je suis locataire, par exemple. T'es locataire. Pourquoi? mais moi, à titre privé, je suis même pas propriétaire du tout, parce que j'ai jamais acheté de bien immobilier, même pas pour faire du rendement à titre privé. Donc, non, mais t'as passé par une société. Exactement. Oui. Mais du coup, je compte pas comme une personne physique qui est propriétaire d'un bien immobilier. Mais ton bien là où tu vis, il appartient à ta société ou à une autre société? Non, mon bien où je vis là. Ouais. Non, moi je loue un appart à une vieille dame. Et pourquoi? Parce pourquoi pas acheter ta résidence principale? Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est une question de financement en Suisse. Je pense que le meilleur timing, c'est entre 38-39 ans et 48-49 ans pour acheter un bien immobilier en Suisse, pour y habiter. Simplement parce qu'on a un système en Suisse de prévoyance professionnelle et privée un peu particulier, différent de la France. Donc on a le premier pilier qui est l'AVS, qui a un pot commun solidaire entre tout le monde. Ça veut dire que tout le monde cotise, et tout le monde reçoit la même chose une fois qu'on est à la retraite. Et ça, c'est un peu comme la sécurité sociale en France. Mais on a en plus de ça un deuxième pilier qui est un investissement personnel cette fois, mais obligatoire, c'est de la prévoyance professionnelle. Et puis un troisième pilier qui est facultatif cette fois, et c'est la prévoyance privée que chacun défiscalisé, donc avec des avantages fiscaux, mais que chacun peut mettre de côté ou pas. Voilà. Ça, on choisit de faire ou pas. Et en fait, le deuxième pilier et le troisième pilier, donc ces deux systèmes de prévoyance professionnelle et privée, peuvent être investis dans la résidence principale quand on achète sa résidence principale. Voilà. Et en fait, pour moi, l'âge de 38, 39 ans, 48, 49 ans, c'est le moment clé pour acheter parce que c'est là où on a commencé à travailler. Si on commence à travailler à 23, 24, 25 ans, par exemple, on a quand même cotisé 15, voire 20 ans. Et donc, on a de l'argent dans le deuxième et le troisième pilier qui peut être utilisé uniquement pour acheter sa résidence principale et rien d'autre. Donc, c'est pour ça que ce timing-là, pour moi, il est parfait en Suisse. Pour un Suisse qui travaille en Suisse. Voilà. Ou alors un Français évidemment qui vient travailler en Suisse, mais ça dépend quand il arrive, etc. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est simplement parce que aujourd'hui, les médias et les politiciens aiment beaucoup faire la différence entre l'accessibilité au logement en propriété et puis en étant locataire. Et puis la comparaison se fait simplement au coût de la propriété, ça veut dire les intérêts passifs qu'on paye et l'entretien du bien immobilier, l'amortissement de la dette éventuellement, et le coût de la location. Et moi, je trouve que cette comparaison elle est complètement faussée. Parce qu'on ne prend pas en considération le coût d'opportunité de l'acquisition de la résidence principale, donc l'argent qu'on met dans sa résidence principale et qu'on n'utilise pas et qu'on ne peut pas utiliser pour faire autre chose en fait. Et si on est capable de faire travailler ce capital d'une meilleure manière que l'économie qu'on va faire entre être propriétaire et puis locataire, si on est capable de le faire, ça vaut pas la peine d'être propriétaire. Et c'est comme ça que j'ai réfléchi. Et moi, dans ma situation, ça vaut clairement pas la peine. Donc c'est simplement pour ça. Ça vaut pas la peine que je bloque du cash dans une résidence principale, accessoirement qui va pas me servir très très longtemps, parce que ma situation personnelle aujourd'hui, c'est pas la même que dans 5 ou 10 ans. Parce que réellement, du coup, ce qui attire les gens à investir en Suisse, c'est une sécurité infaillible, plutôt que des rendements. Mais est-ce qu'on a quand même des rendements intéressants avec la dette bancaire, ou c'est plutôt une manière sûre de placer son cash et de le faire travailler? Alors, là, on parlait de la résidence principale, mais l'investissement, c'est autre chose. Nous, en plus, donc, chez Invest, ce qu'on fait, c'est principalement l'investissement. Donc, on se concentre beaucoup sur les personnes qui souhaitent faire du rendement ou des opérations. Et puis alors là, on a
en fait, on a un marché très varié et hétérogène sur le territoire, particulièrement en Suisse romande. Et puis dans n'importe quelle analyse d'investissement, nous, on prend en considération la rentabilité et la performance. C'est deux choses différentes. Vous, par exemple, en crypto-monnaie, vous avez que la performance, pas de rentabilité. Okay, en immobilier, il y a les deux. Et puis, la performance étant la prise de valeur avec le temps. Ça dépend. Donc, quand on achète, on vend. Mais vous ne générez pas de revenus locatifs en achetant de la crypto-monnaie. Ouais. Et l'immobilier, c'est un peu l'avantage ou aussi l'inconvénient. Enfin, on le voit comme on veut, mais on génère de la rentabilité et de la performance. Mais peut-être moins de performance, mais on a de la rentabilité. Bon, bref, ça on y reviendra plus tard. Et en fait, dans les différents cantons de Suisse romande, vous avez des régions qui sont ultra performantes, avec beaucoup de prise de valeur avec le temps, en général les régions les plus chères, et vous avez des régions avec beaucoup de rentabilité. Et puis après, vous avez des régions un peu entre deux. Et c'est ces régions-là que je préfère. Et pour vous donner un petit peu une image, à Genève, qui est donc un peu la capitale internationale de la Suisse avec Zurich, vous avez énormément de performance, très peu de rentabilité. Si aujourd'hui vous achetez un appartement pour faire du rendement à Genève, vous serez entre 2 et 3%, c'est assez ridicule. Et puis peut-être un poil plus, mais voilà, en grande majorité vous serez dans ce range-là. Et donc en gros vous gagnez quasiment rien en revenus locatifs que vous générez, parce que vous payez très très cher le bien immobilier. En fait, c'est impossible d'acheter aujourd'hui entre 13 et 15 000 francs le mètre carré et générer du rendement et être très très rentable. C'est mathématique, je veux dire, à un moment donné, c'est pas possible. Et si, à contrario, vous avez beaucoup de performance, ça veut dire de prise de valeur avec le temps. Et Genève, par exemple, les prix ont triplé sur les 20 dernières années, en gros. Et donc, vous avez une prise de valeur qui est de l'ordre de 3% et demi chaque année, sur la nouvelle valeur, donc avec l'intérêt composé, évidemment, donc de prise de valeur. Donc, ça veut dire que vous faites ce rendement qui est accessoirement un excellent rendement, puisque vous avez fait un effet de levier aussi. Vous n'avez pas mis 100% de fonds propres. Donc, c'est-à-dire si la valeur de votre bien immobilier prend 3,5% par année et que vous avez mis un tiers de fonds propres, vous faites du x3. Donc, voilà. Donc ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça que les grosses fortunes de Suisse aujourd'hui se sont faites dans ce genre de région. Et c'est pour ça qu'une grosse partie de l'épargne, c'est pour ça qu'aujourd'hui d'ailleurs à Genève, il y a 18% de propriétaires, mais ces 18% de propriétaires, ils sont tous millionnaires, il n'y a pas de discussion. Une personne qui a acheté il y a 20 ans en Suisse, elle a sa valeur immobilière qui a été multipliée par 3, elle a un endettement qui est très très faible par rapport à la valeur aujourd'hui de l'objet, et puis en gros, voilà, on peut la considérer comme riche, alors qu'elle a acheté une fois un appartement. Une personne sur 5 à Genève. En gros. Mais par contre, vous avez très peu de rentabilité. Si vous allez dans une autre région comme le canton du Jura, par exemple, vous avez une évolution démographique assez faible, peu de nouvelles offres de construction, mais ça construit quand même, mais vous avez peu d'attractivité en gros pour la région elle-même. Là, vous avez de la rentabilité, vous allez pouvoir faire du 6% net sur des objets presque neufs, mais par contre, vous allez avoir très peu de prise de valeur avec le temps. Okay. Et donc, vous avez très peu de performance. Et puis, par exemple, le canton du Jura a pris 40% de valeur sur les 25 dernières années. Donc, c'est largement moins que Genève. Et ensuite vous avez des régions un peu entre deux, comme le canton du Valais, là vous avez investi, et le canton de Fribourg par exemple. Là on est sur des régions que moi j'aime bien, qui ont une rentabilité qui est quand même assez cohérente, on va chercher 4-5% net de rendement, et puis vous avez quand même de la performance. Particulièrement en plus le marché du canton du Valais aujourd'hui, qui cartonne vraiment depuis quelques années. On y a été avant-hier là, voir l'appart, mais ça construit de partout. Ça pousse de partout. Ça construit beaucoup, mais il y a surtout une évolution démographique assez riche. Les gens viennent de plus en plus en Valais. Dû à quoi ? C'est une bonne question. Alors, en Suisse, de manière générale, on a une évolution démographique très soutenue. Mais le canton du Valais attire beaucoup maintenant. Alors, depuis le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont tombés amoureux du canton du Valais parce qu'ils sont allés voir. Et voilà, ils y allaient peu. En gros, les stations de ski, c'est un immense carton. Aussi à cause d'un aspect juridique, on ne peut plus construire de nouvelles résidences secondaires aujourd'hui dans les stations de ski, donc en fait l'offre est complètement capée, mais la demande continue d'être là. Donc voilà, il y a aussi des notions juridiques. Et d'ailleurs c'est là où je voulais en venir après certainement, mais sur l'influence des prix et l'évolution des prix de l'immobilier, il y a plein de critères. J'ai une vidéo YouTube qui va sortir d'ailleurs bientôt où j'étudie un peu ces critères. Mais vous avez des questions... D'ailleurs, ça me fait penser maintenant, mais j'ai oublié un critère assez essentiel, mais bon, c'est pas grave, je sortira quand même. Mais vous avez l'offre qu'on amène sur le marché, ça veut dire la quantité de nouvelles constructions qu'on réalise. Okay, donc plus on construit, évidemment, plus les prix vont pas monter s'il y a trop d'offres. Voilà. Comme vous avez vu ça avec le PQ pendant le Covid. Il n'y avait plus de PQ, les prix montent. Et ça va dans l'autre sens, c'est pareil. Vous avez la demande. Il faut acheter du IMO.
Voilà. Vous avez de la demande. La demande, c'est donc les nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire en Suisse. La particularité de l'immobilier, c'est l'inélasticité de l'offre. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive sur le territoire, il doit dormir le jour même. Mais par contre, construire, ça prend énormément de temps. En fait, vous avez besoin d'avoir une vision à très long terme. Et aujourd'hui, on l'a pas, cette vision à très long terme. C'est le problème de la Suisse. Mais vous avez aussi la surface habitable par personne, qui a largement augmenté avec le temps. C'est-à-dire qu'en 1970 en Suisse, en 1970, on avait 27 mètres carrés de surface habitable par habitant sur le territoire, et aujourd'hui on en a 47. Donc on a presque multiplié par 2 l'espace que chaque personne utilise sur le territoire, simplement parce qu'on vit moins nombreux dans des espaces plus grands. Voilà. Et donc ça veut dire qu'à population constante, vous devez quand même construire et pour maintenir un prix de l'immobilier qui resterait stable, quoi. D'ailleurs, on l'a vu dans des régions en Suisse, avec des régions où l'évolution démographique est restée stable, donc il n'y a pas eu plus d'habitants, malgré tout les prix sont montés. Et on a quand même construit. Après, vous avez les taux d'intérêt. Quand ils deviennent négatifs, les gens veulent acheter. Et donc les taux d'intérêt poussent les prix vers le haut. Vous avez aussi la surface de terrain par habitant. Moins il y a de terrain disponible par habitant, moins on peut construire par habitant, et donc plus l'offre aussi va être réduite. Et vous avez plein de critères comme ça, quoi. Le nombre de personnes par ménage aussi. C'est intéressant. Et c'est quoi tes pronostics là pour les 5 prochaines années, plus ou moins? Qu'est-ce que tu t'attends sur l'immobilier suisse? Pour la Suisse, on a là aussi où peut-être un côté supplémentaire aussi de l'immobilier suisse aujourd'hui qui est peut-être un peu compliqué, mais pour les personnes qui viennent de l'étranger, c'est que le franc suisse est très fort. Donc une personne qui maintenant de France rapatrie ses euros en Suisse, c'est pas le bon timing. Et donc les Suisses aussi, accessoirement pour un Suisse aujourd'hui, ce serait presque intelligent de se dire ça vaut la peine d'acheter à l'étranger, parce que je veux dire le franc suisse achète beaucoup de monnaie étrangère, mais la réalité c'est qu'il fait que d'être de plus en plus fort, donc ça peut aussi être un très mauvais investissement. Donc voilà, mais c'est pour ça que les Suisses aiment beaucoup investir en Suisse. Mais sur les 5 prochaines années, en fait, mon pronostic c'est que on a des taux d'intérêt qui sont très faibles. Je vois pas comment ils pourraient drastiquement augmenter aujourd'hui, mais bon, ça on sait jamais, on est exposé à la conjoncture. Malgré tout, même si les taux devaient être supérieurs, je vois pas comment les prix pourraient baisser, à cause des autres critères que j'ai cités. Donc on a de plus en plus de surface habitable par personne, on a besoin de plus en plus de place, ça continue de croître. On perd entre 2 et 4 mètres carrés de surface de terrain par habitant sur le territoire en Suisse par année. Donc on était à peu près à 312 mètres carrés de terrain constructible par habitant à 309 mètres carrés de terrain constructible par habitant en 2012. Et aujourd'hui, on est à moins de 280. Et puis ils veulent arrêter de construire dans des agglomérations, ils veulent construire en hauteur. Exactement à cause de ça. Et ça, c'est du juridique. Alors, typiquement, on a voté une révision de la loi, etc., qui nous a obligés à faire ça. On a l'offre, on va manquer entre 5 et 15 000 unités de logement par année sur le territoire en Suisse, grosso modo. Ça, c'est le directeur de l'Office fédéral du logement qui le dit. Donc chaque année, on ne construit pas assez. Puis en fait, ça c'est quelque chose qu'on peut prévoir, parce qu'on voit en fait combien on va construire. Ça dépend des autorisations de construire qu'on délivre aujourd'hui. Parce que si moi je vous donne une autorisation de construire aujourd'hui, l'immeuble il va être construit dans 3 ans. Donc en fait, on sait aujourd'hui sur 5 à 10 ans combien de logements on va faire. Et c'est le gros problème, c'est qu'on sait qu'on ne va pas en faire assez. Et puis le taux de logement vacant est très très faible en Suisse, donc moins de 1% aujourd'hui, ce qui est une pénurie grave, qui existe grosso modo nulle part ailleurs, plus ou moins. Et voilà. Puis ensuite, on a ça, plus les taux d'intérêt qui sont faibles, plus l'offre qu'on n'arrive pas à construire en suffisance, plus l'évolution démographique, on ne voit pas comment ça peut aller dans l'autre sens. On sait historiquement quand même en Suisse que maintenant, sur les 125 dernières années en Suisse, on a seulement 3 ans où l'évolution démographique a été décroissante. Ça veut dire qu'on avait moins d'habitants à l'année N que l'année N-1. Et c'était en 1918, à cause d'une maladie, où les gens sont morts. Voilà. C'était en 1974 et en 1975, après la crise pétrolière. Donc entre les années 60 et 70, on a eu beaucoup d'immigration qu'on appelait saisonnière, avec de l'Europe du Sud et de l'Ouest qui venaient travailler en Suisse. Beaucoup d'Italiens, d'Espagnols par exemple, et qui sont venus travailler parce qu'il y avait plus de travail ici. Et puis en 1974, donc il y a eu la crise pétrolière, puis les gens sont rentrés chez eux parce qu'il n'y avait plus de travail ici, tout simplement. Et sur 125 ans, c'est les 3 seules années où il y a eu une décroissance de la population. Et on ne voit pas comment ça peut aller dans l'autre sens. On a battu le record d'ailleurs maintenant en 2023 avec un pic de 150 000 habitants sur le territoire, dû à la guerre en Ukraine aussi, surtout.
Ah, c'est Donc, intéressant. voilà. Et j'avais une dernière question, peut-être un peu plus technique. Comment tu fais avec la loi LFIE pour les Français qui veulent investir en Suisse? Ils déménagent, Ok, Obligatoire. pas obligatoire. d'autre choix. Ouais. Ils déménagent en Suisse, ils obtiennent un permis B de séjour, puis ensuite ils peuvent acheter comme un Suisse. Et pour être domicilié en Suisse, il faut qu'ils trouvent aussi un travail. Ouais. Donc c'est Ce qui est clairement. aussi compliqué parce que quand ils arrivent en Suisse, ils doivent trouver un logement et un travail. Pour trouver un logement, on leur demande le permis, mais pour avoir le permis, ils ont besoin d'un logement. Exactement, c'est un peu contre-intuitif. Et pour Ouais. après, vu que tu es français, pour aller trouver un travail, c'est plus compliqué. C'est. D'accord. il y a- Non, exactement, c'est pas Ok, évident. c'est hein. vraiment. Il n'y a c'est pas vraiment d'autre solution qui. Pour c'est les pas évident, étrangers non. qui veulent investir en Suisse, c'est le seul moyen, c'est de déménager. On peut, en fait, on a des régions en Suisse. Oui, Imo. On a, on Non, a, c'est vrai. Non, c'est vrai. on Donc, a, cette loi, pour l'instant. alors il y a des fonds immobiliers cotés aussi, hein, Ouais, où les ouais, gens bien peuvent évidemment. investir, mais mais bon, c'est de l'immobilier indirect. Mais pour acheter de l'immobilier direct, c'est la seule solution. En fait, alors la loi fédérale sur l'acquisition des immeubles par des personnes à l'étranger, elle date de 1983, et puis elle a pour but de protéger l'emprise au sol du territoire suisse par des personnes à l'étranger, tout simplement. Et puis elle autorise, donc il y a des localités bien spécifiques qu'on appelle des localités touristiques sur le territoire, qui sont des stations de ski, et puis des régions comme Montreux par exemple, qui sont des régions où les étrangers peuvent acheter. Ils peuvent acheter un seul bien immobilier résidentiel, et ils peuvent acheter un seul bien sur tout le territoire national de la Suisse, avec une limite de 1000 m² de terrain, et puis 200 à 250 m² de surface nette de plancher habitable. Ok, ça c'est ce que la loi dit. Putain, En c'est gros. quand même vachement cadré. Hein. C'est assez cadré. Ouais. Le but étant qu'ils aient qu'un bien immobilier. Puis les 1000 m² de terrain, c'est pour éviter que tout d'un coup ils construisent un autre logement à côté. Voilà. Mhm. Donc, c'est pour ça que c'est plafonné. Et ça, c'est très strict. Et ça, c'est pour le résidentiel. Alors par contre, le commercial, l'industriel, l'hôtellerie, les bureaux, les étrangers peuvent acheter comme ils veulent sur le territoire suisse. Donc cette loi ne s'applique que pour le résidentiel. Ok. Donc en gros, c'est possible d'acheter dans les stations de ski, mais typiquement, il y a des stations de ski qui ne sont pas des localités touristiques, comme ça se fait à Zermatt par exemple. Donc les Hauts-Valaisans, étant assez conservateurs, ils ont protégé leur territoire et ils ne veulent pas d'étrangers qui achètent chez eux, tout simplement. Donc c'est possible d'acheter là-bas que si vous habitez en Suisse. Et puis ensuite, après, tous les permis B de séjour B, donc ressortissants Union Européenne, peuvent acheter, donc typiquement les Français, peuvent acheter comme ils le souhaitent sur le territoire. Ils peuvent créer des sociétés, investir, faire de la promotion immobilière comme ils veulent. Les permis C du monde entier peuvent acheter grosso modo comme un Suisse. Mais les permis B ressortissants hors Union Européenne ou pays AELE, de l'entente économique, genre Norvège, je crois, ils ne peuvent pas, donc les pays hors Union Européenne et AELE, ils ne peuvent pas, permis B, ils ne peuvent pas acheter plus que leur résidence principale. Ouais. Donc, typiquement, un Chinois qui vient en Suisse, qui obtient un permis B, il peut acheter sa résidence principale. C'est tout ce qu'il peut acheter jusqu'à ce qu'il ait un permis C. Ok. Bah, super Super. intéressant. Est-ce que tu as Ouais. d'autres questions? Moi, pas. Je pense qu'on a fait gentiment le tour. Des choses à rajouter, Edouard? Très bonne vision de tout. Non, je pense qu'il y a des belles années devant nous pour le marché immobilier suisse. Et C'est tout. toi, comme ça, d'un point de vue expert, même si tu es un peu biaisé parce que tu investis en Suisse et donc tu es pro-suisse, pour un projet comme IMO, en sachant que notre but c'est d'avoir un parc immobilier, à la fois d'avoir de la stabilité, à la fois d'avoir du rendement, tu nous conseillerais de partir à 100% sur le marché suisse pour avoir une garantie, ou plutôt de viser du rendement pour avoir plus de burn? Tu connais bien le fonctionnement d'IMO, sauf erreur de ma part. Qu'est-ce que tu conseillerais à un projet comme IMO d'un point de vue extérieur? Je pense que comme tu es dans l'immobilier, tu dois connaître un peu les autres marchés dans d'autres pays. Tu vois aussi potentiellement les opportunités qui peuvent arriver dans les pays émergents. Qu'est-ce que tu conseillerais comme ça en quelques minutes, histoire de que le holder d'IMO voie un avis d'un expert d'ici? Je pense que alors contrairement à ce que tu dis, je connais rien de Ok. l'immobilier à l'étranger. Je connais rien du tout. Mais j'ai eu la chance d'échanger avec un milliardaire dans le cadre d'un contenu que j'avais fait une fois. Et puis il m'avait dit, j'ai beaucoup investi en Suisse. Évidemment, il a fait beaucoup d'immobilier ici. C'est comme ça qu'il a fait son argent. Il a dit, j'ai fait beaucoup d'immobilier en Suisse, beaucoup d'immobilier à l'étranger. J'ai fait l'immobilier en Suisse pour gagner de l'argent et l'immobilier à l'étranger pour en perdre. Et donc c'est pour ça que je reste en Suisse. Mais hormis ça, je pense que l'immobilier est très très micro-situationnel. Et je me rends compte de ça parce qu'aujourd'hui on a des bureaux à Sion et à Vevey, donc on va aller sur le canton de Vaud. On aide grosso modo les gens à investir un peu partout. L'avantage de la Suisse, c'est que le volume d'investissement est tellement important que vous avez des milliardaires dans des rues à Genève.
En fait. Il faut se rendre compte de ça. D'ailleurs, j'ai échangé avec une ancienne cliente à un moment donné qui m'avait dit bon, bah, on a hérité ouais, exactement. Elle m'avait dit on a hérité d'une fortune à peu près 100 millions dans la famille, ils sont 3. Et elle m'a dit on va se partager les immeubles. On a 3 immeubles chacun. Voilà. Pour vous dire en gros que c'est pour vous dire il y a donc 9 immeubles, 100 millions. Et c'est parce que le volume de transactions est tellement important et les valeurs sont tellement importantes que en fait vous pouvez faire énormément dans des régions très très petites. Et c'est pour ça que vous avez des gens ultra spécialisés dans leur marché. C'est très compliqué je pense de pouvoir investir partout. Et c'est pour ça que investir à l'étranger pour moi ça me paraît absolument inenvisageable à ce stade. Donc il faut être très très bien conseillé avec des acteurs locaux parce que la micro-situation est tellement importante. Vous avez des différences de prix. Et je me rappelle en station de ski, en travaillant dans le courtage, vous avez des différences de prix d'une rue à l'autre de presque x2. Parce qu'une fois, vous avez de la vue. Une fois, vous avez un immeuble qui intéresse des gens. Vous ne savez pas trop pourquoi, mais il intéresse plus les gens. Une fois, vous avez un tunnel qui vous amène à la remontée mécanique qui vous fait gagner 15 minutes de marche et vous avez des prix de plus de 30%. Enfin, et ça, si vous investissez sur le globe, c'est impossible à savoir ce genre de choses. Et donc, c'est assez délicat. Mais je dirais que moi je ferais, alors, pour ma part, donc je ferais de l'immobilier en Suisse, je resterais en Suisse. Pour IMO, je dirais qu'en faisant l'investissement partout, il faut être conseillé avec des très très bons partout. Mais des personnes qui sont sur place. Okay. Quoi. Peu importe où vous êtes situé. Vous devez avoir quelqu'un qui maîtrise ce que vous achetez, qui connaît le marché local, je pense. Voilà. Malgré tous les outils qu'on peut avoir. Avec quand même une belle base en Suisse, parce que la team est suisse, valaisanne, donc c'est le marché qu'on connaît le mieux. C'est pour ça qu'il y a Edouard. Voilà. Ça nous a rassuré dans notre investissement. Très clair. Bon bah écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous. C'était un plaisir. N'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions en commentaire, on mettra aussi tous les réseaux d'Edouard en commentaire si jamais ça vous intéresse de venir habiter en Suisse. Je pense que on en a une pétée. Des gens qui veulent se barrer de la France, donc ça c'est clair et net. C'est peut-être un nouveau business qu'il faut lancer. C'est tout clé en main. Ah, ça existe hein. Ouais, à Genève, il y en a beaucoup. Ouais. Ça m'étonne pas. Enfin bref. Bon bah merci beaucoup. Merci Théo. Merci. C'est un plaisir. Merci messieurs.